Est-ce que vous m'entendez? Il y a un message qui vient de me sortir qui dit que le micro il est désactivé. Vous m'entendez? Continuez à m'entendre? Oui, Très bien. Parce que j'ai eu un message qui disait que vous ne m'entendez pas. D'accord? Donc, je vous resalue encore une fois. Et comme je viens de le dire, et je confirmais donc pour l'enregistrement aussi, on va continuer donc notre TD. Donc, c'est la série numéro 2. Et aujourd'hui, on va essayer d'effectuer l'exercice numéro 10 et l'exercice numéro 11 aussi, mais on va pas le terminer. On va s'arrêter, si je peux, donc si le temps le permet, on va s'arrêter sur la question 5 et ensuite, donc la question 6, on va revenir sur tout ce qui est la représentation de la structure de Lewis et tout ce qui est Gillespie. Et ensuite, on va introduire donc la notion des orbitales moléculaires qu'on va voir aussi aujourd'hui sur l'exercice 10 et le début de l'exercice 11. D'accord? Donc, avant de résoudre les exercices, personnellement, j'aime toujours faire un petit rappel, on va dire, de ce que vous avez vu sur le cours et essayer un petit peu de vous mettre dans le bain en ce qui concerne l'exercice ou bien les exercices d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir principalement, ce sont donc les diagrammes énergétiques des orbitales moléculaires. Donc l'idée, c'est pourquoi on est en train d'étudier donc tout ça. Pourquoi on a commencé par la configuration électronique de l'atome, donc de l'élément. Ensuite, on est passé à différentes manières de représenter donc les différentes molécules. Donc l'idée, en général, pour tout système, c'est d'arriver à un état qui est stable. D'accord? Donc, sur le tableau périodique, tous les éléments, en principe, à l'exception des gaz rares, ne sont pas stables. D'accord? Donc, tous les éléments, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'arriver à un état qui est stable. Pour ce faire, ils doivent remplir leur couche ou bien perdre donc, des électrons de leur couche. D'accord? Donc, ils essayent toujours, en général, d'arriver à une structure, bien une configuration électronique qui soit une configuration électronique d'un gaz qui est rare. D'accord? Que ce soit le néon, l'argon, le xénon, d'accord? Ils essaient toujours d'arriver à une configuration électronique la plus proche d'un gaz rare, ce qui permet d'avoir donc une stabilité au niveau de cet élément ou bien cet atome. Pour ce faire, ce qu'il fait, il essaye de capter donc les électrons les plus proches. D'accord? Et ces électrons, où il peut donc les pêcher, il peut les pêcher sur d'autres éléments. D'accord? Pour former des composés. Donc dans la nature, on ne trouve jamais des atomes qui sont tout seuls. D'accord? Ils se combinent en général. Donc, je viens de le dire, donc à l'exception des gaz rares, donc qui sont stables, que vous pouvez trouver. Donc l'argon, vous pouvez le trouver sous forme de gaz. Donc, le néon, vous pouvez trouver sous forme de gaz, donc, puisqu'il est stable. Donc, tous les autres éléments, ils ont besoin de se combiner avec d'autres atomes pour pouvoir être plus stable. D'accord? Donc, par exemple, cas de l'exercice numéro 10, on a le carbone qui va se combiner avec donc l'azote et aussi donc avec donc, un hydrogène donc, pour annuler donc cette charge. Donc, vous aurez HCN. D'accord? Donc, ce composé, donc chaque atome, il a essayé de pêcher des électrons ou bien emprunter des électrons pour être plus stable ou bien donner des électrons à l'autre pour qu'il soit plus stable. D'accord? Donc, ils mettent en commun des électrons. Ces électrons, qu'est-ce qu'ils font? À la fin, ils forment des liaisons. D'accord? Que ce soit des liaisons simples, sigma, ou bien des liaisons qui sont multiples, comme dans le cas de Cn, on va voir que donc, ce sera une liaison sigma et deux liaisons donc pi. Donc, ça veut dire qu'il va former donc une triple liaison dans ce cas. D'accord? Donc, l'objectif, tout ce qu'on a étudié, donc la configuration électronique, elle vous permet de voir quoi? Le nombre d'électrons que vous avez sur votre couche de valence
combien d'électrons, ou bien de combien d'électrons vous avez besoin pour avoir donc, cet élément dans un état plus stable, et comment aller pêcher ces électrons sur d'autres éléments, d'accord? Et comme ça, vous arrivez donc à une configuration électronique la plus proche d'un gaz rare, euh, d'un tableau périodique, d'accord? Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, ce sont les orbitales moléculaires. Donc, on avait vu des orbitales atomiques. Maintenant, la combinaison des orbitales atomiques, bien sûr la combinaison des orbitales atomiques qui ont des énergies qui sont proches, vont former de nouveaux orbitales qui sont des orbitales moléculaires, donc d'un composé que vous aurez, donc, que ce soit une molécule ou bien un ion. D'accord? Donc, on va essayer de concrétiser tout ça et voir ça d'une manière qui est plus claire sur l'exercice. L'exercice 10, on a le carbone et l'azote qui ont des numéros atomiques qui sont de 6 et 7, donc, respectivement. On nous demande de déterminer la configuration électronique de chaque atome. Ça, c'est déjà connu. On l'a déjà fait plusieurs fois. On va prendre nos deux atomes. Je crois que quelque part ici, j'ai l'azote. J'espère que j'ai sa configuration électronique. Sinon, on peut le faire très rapidement. Donc, on va prendre l'oxygène ici. Donc, l'azote, il a un numéro atomique qui est de 7 et on peut écrire sa configuration électronique. Donc, 1s2, 2s2c4 et ici 2p3. Excusez-moi. Si tout va bien. On est en train d'enregistrer, très bien. Ça enregistre. Je vérifie ici. Ça enregistre. Donc, premier cas, l'azote. Deuxième cas, carbone. Carbone avec numéro atomique Z égale 6. Donc, ils sont sur la même période, ça veut dire que, en principe, ils auront donc le même nombre quantique principal. Donc, c'est 1s2, 2s2, 2p2 pour avoir ici. Donc, déterminer la configuration électronique de chaque atome, c'est fait. Donner les diagrammes énergétiques des orbitales moléculaires de l'ion Cn-. Donc, on doit retrouver les orbitales moléculaires à travers les orbitales atomiques pour l'ion Cn-. Donc, la configuration électronique pour l'azote et le carbone, c'est celle-là. Mais la combinaison des deux, dans ce cas, on nous dit que c'est un ion. Ça veut dire qu'il y a une charge qui est négative, comme on avait déjà fait donc avant. La première question qui se pose, c'est quel est l'atome qui va prendre la charge négative. D'accord? Bon, celui qui va prendre la charge négative, on a dit que c'est celui qui est le plus électronégatif. D'accord? Donc, si on regarde sur le tableau périodique, on va voir que l'azote, il se positionne juste après donc, le carbone en termes de colonne. En termes de ligne, en termes de période, on a dit qu'il se trouve donc sur la même période puisque le nombre quantique principal, c'est 2. Mais sur le tableau périodique, on va trouver que le carbone donc, se trouve avant l'azote. Donc, si on veut
que vous vous rappeliez, je peux toujours le mettre ici, donc présentation des positions des deux. Je peux insérer et j'en ai ici et N. Donc sur le tableau périodique, N est égal à 2. Donc, la période, c'est 2 et ils sont l'un à côté de l'autre. Et sur le tableau périodique, donc, celui qui est le plus électronégatif, c'est celui qui va porter la charge négative. Et l'électronégativité, elle augmente donc, dans ce sens sur le tableau périodique. Et donc, si augmente dans ce sens sur le tableau périodique. Ça veut dire que si de N, l'électronégativité pour l'azote est supérieure à celle donc, du carbone. Donc, N est plus électronégatif. Automatiquement, on peut dire que la charge négative est portée par autre N, élément N. Très bien. Donc, dans ce cas, c'est une combinaison carbone avec cette configuration électronique et l'azote N-. Donc, on va rajouter un électron ici pour l'azote. En ce qui concerne la question, on nous demande donc, le diagramme énergétique. On va représenter donc, les orbitales moléculaires en termes d'énergie. Pour ce faire, donc, on a besoin de la configuration électronique donc, de ces deux éléments. On a besoin principalement donc, de la couche de valence. Et premièrement, ce qu'on va faire, c'est représenter donc, les énergies, le diagramme énergétique. La première partie sont le diagramme énergétique des orbitales atomiques. D'accord? Premièrement, pour le diagramme, l'énergie, elle augmente dans ce sens. L'énergie la plus faible donc, sera ici, donc, en bas, et plus on monte, plus l'énergie augmente. Puisqu'on a, puisqu'on a deux atomes, donc, par des flèches, donc l'énergie augmente dans ce sens. Pour le carbone, on a deux orbitales. On a celui de S et celui de
P. Celui de S, il est plus stable que celui de P. Déjà, il est complètement rempli. Donc, puisqu'il est complètement rempli, on peut dire qu'il est plus stable. S'il est plus stable, il sera en dessous. Très bien. Voir que ce soit clair. Ça, c'est deux S. Pour différencier, on va mettre notre élément au-dessus ici. Ça veut dire que tout ce qui est ici, ce sont les orbitales du carbone, et tout ce qui sera ici seront les orbitales atomiques de l'azote. Et donc les orbitales de P devraient être au-dessus. Donc puisqu'il y a trois cases ici, donc il y aura trois lignes avec la même énergie. Ceux-là, ce sont les deux. D'accord? Maintenant, donc, on a la même chose. On a pratiquement la même chose. La couche de valence est 2s, 2p dans ce cas, donc avec la différence du nombre d'électrons. Et l'autre différence, c'est le fait que le carbone et l'azote, ils sont voisins sur le tableau périodique. Qu'est-ce que ça signifie s'ils sont voisins? S'ils sont voisins, ça veut dire que l'azote, il est plus proche d'une configuration électronique d'un gaz rare. D'accord? Donc, entre l'azote maintenant et le gaz rare qui est sur la même période, il y a deux autres éléments qui sont donc l'oxygène et le fluor. Ça veut dire que l'azote, il est plus proche que le carbone en termes d'être un gaz. D'accord? Cette case. Bon, ici, on a notre néant comme gaz rare. D'accord? Et on a dit que les gaz rares, ce sont les éléments qui sont les plus stables. D'accord? Ça veut dire que si on va dans ce sens, sur le tableau périodique, donc l'azote, il est plus stable que le carbone. L'azote, il a une configuration électronique qui est plus proche du gaz rare correspondant à cette période. Ça veut dire que le carbone, il est moins stable. Donc, on vient de dire que tous les systèmes donc, dans l'univers, pardon, essayent d'arriver donc à la stabilité. Stabilité, automatiquement, vous devriez penser donc, dans vos esprits que c'est avoir l'énergie la plus faible, la plus basse. D'accord? Donc, si on compare le carbone avec l'azote, ici, vous avez donc pratiquement la même configuration électronique avec un électron de plus pour l'azote. Ça veut dire que l'azote, il devrait être un petit peu plus stable que le carbone.
ce qui devrait se traduire donc en termes d'une échelle d'énergie sous forme de, donc, ces orbitales devraient être donc, un petit peu plus bas. Pas beaucoup parce qu'ils sont voisins. Donc si c'était le carbone, par exemple avec le fluor, on va dire, donc celui qui sort, donc on a l'oxygène, donc CNO et F, donc si c'est avec le fluor, donc cette énergie devrait encore descendre encore plus parce que le carbone il est plus loin que le fluor. Mais dans ce cas, ils sont voisins, ça veut dire que ces deux énergies, donc l'énergie de 2P pour le carbone, serait un petit peu plus grande que l'énergie de 2P de l'azote. L'énergie de 2S pour le carbone serait un peu plus élevée que celle de l'azote. Donc si on veut représenter 2S, 2P dans ce cas, on aura un 2S qui sera ici. Et 2P un petit peu plus bas, on va le mettre comme ça. Est-ce que c'est clair? Vous m'entendez? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair pourquoi ces deux orbitales atomiques sont plus bas que ces deux-là? Tout le monde, c'est clair? Je l'espère bien. Donc, si vous avez répondu, ça veut dire que c'est clair. Maintenant, pour l'instant, ce qu'on a représenté, ce sont seulement les orbitales atomiques, donc de chaque atome. On devrait mettre donc nos orbitales moléculaires ici. Donc, les orbitales moléculaires seront la combinaison des orbitales atomiques qui vont former à la fin donc, les liaisons. En ce qui concerne le remplissage, on va prendre une des cases pour que je puisse utiliser donc, ces flèches. Pour le remplissage, donc, on va respecter pour les orbitales atomiques les 4 règles que vous connaissez. D'accord? Donc, principe de stabilité, ensuite, principe d'exclusion de Pauli, ensuite, Kleshkovsky, ensuite, la règle de Hooke. Ça veut dire qu'on va remplir celui-là. Ensuite, donc, on va distribuer les deux qui restent, donc de 2S2, et on va les distribuer sur deux positions. Donc si vous le mettez ici, ça ne change rien. D'accord? Donc en respectant ce qu'on a sur les cases, on aura la même chose ici. Même chose pour l'azote. Le S2 rempli. Et on a 3 ici, mais ici, il faut se rappeler que c'est Cn-. Donc, hop, je vais mettre mon moins. Le remplissage il soit cohérent. Pour le moins, ça veut dire qu'on aura 4. En respectant les règles, ça veut dire qu'on va remplir toutes les cases, tous les orbitales en premier. Donc 1, P3, 2, 2P, Px, Py, Pz. Et ensuite, donc, le quatrième va avoir un spin opposé.
on est en train de construire notre diagramme énergétique des orbitales moléculaires peu à peu. Donc, ici, il y en a 4. Donc, un spin opposé. Ici. J'en ai 4. J'en ai 4. Ici, 4 électrons. Maintenant, on devrait combiner les différents orbitales atomiques pour former les orbitales moléculaires. L'idée, on vient de le dire, c'est que cette combinaison, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va diminuer donc l'énergie de Cn- ici. Donc, moléculaire de Cn- au centre. Qu'est-ce qui diminue cette énergie? Ce sont les orbitales qui seront liants. Donc ça, il a une énergie et celui-là, il a une énergie. Et cette énergie devrait être plus basse quand on combine les deux, mais plus basse pour l'orbital moléculaire qui sera liant. On a 1, 2. Cette énergie, donc l'énergie, la différence d'énergie qu'il y a entre ça et ça, ou bien l'énergie qui est plus élevée pour ces deux-là, donc elle doit être compensée. Elle va être compensée par des orbitales qu'on va nommer des orbitales moléculaires anti-liants. Ça veut dire que la somme de ces deux énergies devrait être la somme de ces deux énergies. D'accord? Donc l'énergie ne va pas disparaître. Mais ce qui va être plus stable, ce serait les orbitales moléculaires qui sont liants. Pour les 2s, on les nomme sigma ns, donc dans ce cas sigma 2s et sigma étoile 2s. Sigma 2s, dans ce cas, serait l'orbital moléculaire qui est liant. Sigma 2s étoile sera l'orbital moléculaire anti-liant, donc c'est de ces deux orbitales atomiques. Sigma, j'espère que c'est très bien. Celui-là sera étoile. Donc on cherche la stabilité, mais cette stabilité, ça ne veut pas dire que l'énergie va disparaître. Ça veut dire que vous avez besoin de créer donc, un orbital moléculaire, dans ce cas, qui ait une énergie supérieure pour que la somme soit la somme de ces deux énergies des 2s. Ensuite, je vais essayer de diminuer ça pour que je puisse donc continuer la représentation. Je n'aurai pas d'espace, donc je vais monter un petit peu tout. Déjà, donc, dans ce cas, donc, on nous a donné un cas qui est exceptionnel où on a Z pour les deux atomes qui est inférieur ou égal à 7. Dans ce cas, on dit qu'il y a interaction entre sigma 2s étoile et sigma z dans ce cas. Ça veut dire que les orbitales moléculaires sigma donc, vont être au-dessus à cause de quoi? À cause d'une répulsion qui va venir de ce sigma 2s étoile. D'accord? Mais pour vous, je crois qu'il suffit de vous rappeler que si z est inférieur
ou égal à 7, le sigma z va être au-dessus de vos orbitales moléculaires πx et πy. Je vais vous écrire donc la règle. Si z est ici inférieur ou égal, donc j'ai besoin de l'insérer pour que ce soit clair. Voyons si je peux trouver rapidement. Inférieur, non, besoin égal. Thématique, je ne sais pas. Sinon, je l'écris en lettres. Je vais l'écrire en lettres, c'est mieux pour ne pas perdre beaucoup de temps. Si z est inférieur à 7, il y a interaction entre sigma étoile et sigma z alors sigma z se positionne de pi x et pi. Donc c'est une règle que vous devriez suivre. Donc on va suivre la règle. Ça veut dire que dans ce cas, je vais enlever donc ces électrons. Dans ce cas, πx et πy vont être ceux qui sont juste au-dessus de sigma 2s étoile. Je vais monter tout ça parce que je monte l'espace. Et sigma z, dans celui-là, va être au-dessus de
Et la deuxième partie, donc, ne va pas changer. Donc, c'est le fait d'avoir un Z inférieur ou égal à 7, ça affecte seulement sigma Z. Ça n'affecte pas sigma étoile Z. Sigma étoile Z, il va prendre sa position qui est normale, qui sera la position la plus élevée. D'accord? Donc, en ce qui concerne Px, Px étoile et Py étoile, ça ne va rien changer. Px étoile et Py étoile vont se positionner de sigma Z. Et sigma Z étoile. C'est pas facile hein, de travailler avec PowerPoint. Et Z étoile serait au-dessus du tout. D'accord? Donc, rappelez-vous que sigma Z étoile serait toujours donc l'orbital moléculaire le plus élevé. D'accord? Donc, si vous avez bon, S de P, sigma Z étoile serait le plus élevé. Donc, la seule chose que vous devriez vérifier, c'est s'il y a interaction entre sigma 2S étoile et sigma Z. À travers quoi? À travers la condition si Z est inférieur ou égal à 7. Donc, dans ce cas, vous faites passer sigma Z au-dessus de Px, Py. Dans tout le reste, si Z est supérieur, strictement supérieur à 7, vous avez toujours donc sigma Z en dessous de Px, Py et sigma étoile Z au-dessus du tout. D'accord? Ça serait symétrique. D'accord? Celui-là serait ici et ces deux-là seraient ici. La seule asymétrie, donc elle apparaît quand Z est inférieur ou égal à 7. Maintenant, qu'est-ce qu'il manque? Il reste de positionner les différents électrons. Dans ce cas, vous respectez les mêmes règles qu'on a dans le cas des orbitales atomiques, à l'exception de la règle de Kleshkovsky dans ce cas. Alors, les règles à suivre sont la règle de stabilité, c'est-à-dire que les électrons vont occuper les niveaux d'énergie les plus bas et en allant, donc remplissant les niveaux d'énergie les plus élevés, donc du plus bas vers le plus élevé. Donc, on va commencer par sigma 2s, ensuite sigma 2s étoile, ensuite puis Px, Py, ensuite sigma z, ensuite Px étoile, Py étoile, ensuite sigma z étoile. Deuxième règle, c'est le principe d'exclusion de Pauli. Ça veut dire qu'une même orbitale ne peut décrire que deux électrons au maximum. Ça veut dire que ici, vous ne pouvez mettre que deux électrons. Ici, vous êtes obligé de mettre seulement deux électrons, pas plus, un ou deux. Ici, même chose, d'accord? Donc, pour chaque orbitale, vous avez deux électrons au maximum. La dernière règle, c'est la règle d'exclusion, pardon, la règle de Hund. Et dans ce cas, les électrons donc, occupent le maximum d'orbitales atomiques sur le même niveau. Ça veut dire que dans ce cas, vous aurez donc premier
électron, deuxième électron. Ici, premier électron, deuxième électron. Ici, puisque vous avez deux orbitales donc, moléculaires, ça veut dire qu'ici, vous aurez un électron, ensuite un autre électron ici. Et si vous en avez de plus, ensuite, vous remplissez celui-là complètement avec vos deux électrons. Et ensuite, celui-là avec vos deux électrons. Ça veut dire que vous mettez le maximum sur chaque orbital moléculaire. Donc, 1, 2, 3, 4. D'accord? On va essayer de respecter donc ces règles et remplir les orbitales. Sigma 2s, premier électron. Donc vous en avez 4, d'accord? Donc ici sur 2s. Ça veut dire que vous devriez remplir avec 4 électrons. Donc premier électron, je vais le prendre d'une manière pour que vous puissiez vous rappeler puisque on est en train d'enregistrer. Donc j'ai pris un électron d'ici et un autre électron donc avec un spin opposé de l'autre. 2. Donc, ici, on a commencé, pour respecter la règle de stabilité, on a commencé par l'énergie la plus basse, c'est sigma 2s. Ensuite, donc, on a respecté la règle d'exclusion de Pauli. Donc, l'orbital ne peut prendre que, au maximum que 2 électrons. Donc, on a 2 électrons, c'est rempli. On doit passer à la suivante, donc en respectant la règle de stabilité, donc l'énergie suivante. Et bien sûr, avec la règle de Hund, donc on a rempli le maximum donc, dans ce cas, puisqu'on a seulement un orbital moléculaire. Deuxième orbital. Et le deuxième électron. J'ai utilisé les 4 électrons dans ce cas. Les 2 S, que ce soit celui de N- ou bien celui du carbone, j'ai respecté les règles de remplissage. Ensuite, ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, j'ai 6 électrons. Je dois remplir ces orbitales moléculaires. J'en prends un ici. Donc, j'ai respecté la règle de stabilité. Je suis passé d'une énergie donc, qui était plus faible à celle qui est supérieure, mais celle qui est directement supérieure, ça veut dire la plus stable par rapport au reste. Donc, c'est Px et Py. En respectant maintenant la règle de Hund, au lieu de remplir celui-là complètement, la règle de Hund, elle dit que vous devriez remplir le maximum d'orbital moléculaire en premier. Ça veut dire que je dois prendre celui-là, donc bien sûr avec un spin opposé, donc je vais le prendre ici. Pardon, maximum, ça veut dire d'ici directement. Je m'excuse. Ici, règle de Hund, et le deuxième, donc ici. Ensuite, maintenant, pour respecter la règle d'exclusion de Pauli, maintenant avec des spins opposés pour remplir tous les orbitales. Je prends celui-là avec un spin opposé. Et un autre d'ici avec un spin opposé. Mais dans ce cas, puisqu'il n'a pas de spin opposé, je vais prendre seulement celui que j'avais. Ça veut dire que j'ai pris celui-là, je lui ai changé de spin pour aller vers le bas. Donc ici, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4. Il me reste combien? 2 électrons. Donc d'ici, ils vont aller où? Donc au niveau supérieur, au-dessus, respectant la règle de stabilité. Et donc le dernier, ce sera celui-là avec un spin opposé. Je prends celui-là. Donc Px étoile et Py étoile et sigma z étoile vont rester donc sans électrons dans ce cas, et j'ai rempli donc
mon diagramme énergétique et j'ai mes orbitales moléculaires. Je vais le mettre en rouge pour qu'il soit plus clair. Donc, quand vous faites cette opération, vous pouvez toujours vérifier à travers quoi, donc faire le compte. J'ai combien d'électrons? J'en ai 6. Et ici, 4, c'est 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, c'est bon. D'accord? Donc, on a retrouvé. Ici, vous pouvez toujours rajouter aussi que ce sont les orbitales atomiques dans ce cas, que ça fasse un petit peu joli, pour que ça prouve que vous avez bien compris que cela, ce ne sont pas des orbitales moléculaires, mais ce sont des orbitales atomiques. Les orbitales atomiques permettent de retrouver les orbitales moléculaires. La combinaison des deux permet de retrouver les orbitales moléculaires de cet ion. Et vous avez représenté maintenant. Pour faire un petit peu genre écrit, donc la représentation va être de cette manière, d'accord? Ici, ces traits, donc, en général, on les rajoute, c'est juste pour démontrer qu'on a bien compris que l'énergie ici, elle devrait être en dessous. Ou bien, si c'était le cas inverse, les énergies étaient les mêmes, s'il y avait donc, par exemple, N deux fois, donc N ici et N ici, N2, la molécule N2, le gaz N2. Donc, pour démontrer que vous avez compris, ce 2S va être sur le même niveau. Et donc, cette représentation, donc c'est juste pour représenter que ici, il y a un décalage. Donc, cette énergie, elle est plus faible que ce 2S. D'accord? Donc, ici, vous avez votre diagramme bien représenté d'une manière qui est manuelle. Si je veux revenir donc sur l'exemple que je viens de donner, pour N2, par exemple N2, je vais prendre ce diagramme. Donc, supposons que ici on avait N. Et ici N. Ça, ce n'est pas l'exercice, d'accord? Ça, c'est un exemple que je vous donne pour que vous voyez un petit peu la différence entre ce diagramme et celui d'avant où vous avez ce décalage entre les deux énergies. D'accord? Donc N, sa configuration électronique, c'est celle-là. Donc on a 1, 2 et 3 ici. 1, 2, j'ai besoin d'un troisième. Puisque ici, on a le même atome donc, qui forme la molécule N2, le gaz N2, ça veut dire que dans ce cas, ces énergies devraient être les mêmes. Soit vous descendez ces deux-là, ça serait plus cohérent, plus logique, puisque c'est la même, donc le même atome. Ou bien si vous le montez, puisque vous n'avez pas d'échelle ici, donc si vous le montez, c'est pas grave, d'accord? Mais ce qui est logique, c'est de descendre pour avoir la même énergie qu'on avait sur N. D'accord? Donc la différence, c'est que ce sigma 2S devrait diminuer un petit peu pour qu'il soit donc ici symétrique. D'accord? Ici, il devrait être symétrique. Même chose donc pour pas même chose, mais ici il faut régler donc le nombre d'électrons qu'on a. Donc ici on avait donc réglé en termes d'énergie et ici ce qui nous manque c'est de rendre tout ça, ça devrait être
peu symétrique. Au niveau des pi, je crois que c'est déjà symétrique. Par hasard que c'est symétrique, d'accord? Donc, si on veut donc remplir, on a 4 ici, ça veut dire qu'on a 1, 2, 3, 4, très bien. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans ce cas, on maintient sigma z au-dessus des pi x, pi y parce que z est inférieur ou égal à 7. Donc, on peut le maintenir comme ça. Donc, ça sera la représentation par rapport à celui-là. Donc, ici, il y a un décalage. Vous voyez qu'il y a un décalage. Et ici, donc, il est parfaitement symétrique puisque les énergies donc, sont les mêmes pour les deux orbitales atomiques. On peut continuer donc. Est-ce qu'il y a des questions avant de continuer? M'excuse, hein, je suis en train d'aller un petit peu rapide parce qu'il n'y a pas d'interaction vraiment réelle avec vous. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions, qui a des doutes sur ce qu'on vient de voir? J'en profite pour voir si je suis en train toujours d'enregistrer. Très bien. On enregistre. Et ici aussi, ça enregistre. Très bien. Pas de questions? Très bien. On peut continuer. Maintenant, Oui. donnez la configuration électronique de Cn-. La configuration électronique maintenant, au lieu d'avoir des éléments, la configuration électronique de la molécule, ou bien dans ce cas, cet ion qui est combiné de carbone et d'azote. Pour ce faire, vous avez votre diagramme. Il suffit d'écrire les différents orbitales moléculaires avec leur nombre d'électrons. D'accord? Je prends celle-là en premier. Configuration électronique de Cn-, ça sera celle-là avec 2 électrons. Donc, sigma 2s 2, sigma étoile sigma étoile 2s 2, donc 2 électrons ici et 2 électrons ici, donc 2 et 2. Ensuite, px2 py2 et sigma z 2. Donc celle-là sera configuration électronique de C ici. Et c'est la configuration électronique. Maintenant, on nous demande de calculer l'indice de liaison. Vous allez voir donc l'indice de liaison. Il va nous permettre de retrouver le nombre de liaisons qu'on a et le type de liaison. D'accord? Donc, vous voyez que ça revient au même. Donc, vous avez une méthode pour retrouver le nombre de liaisons, le type de liaison qui est Gillespie, ou bien
de les retrouver à travers la configuration électronique et la représentation de la structure de Lewis, ou bien vous avez donc cette autre méthode maintenant avec la représentation du diagramme énergétique et le remplissage des différentes orbitales moléculaires, vous pouvez calculer donc l'indice de liaison. Pour calculer l'indice de liaison, vous avez une relation qui est simple, c'est que l'indice de liaison est égal à la moitié, donc 1 sur 2, fois, entre parenthèses, le nombre d'électrons qui sont donc liants, qui appartiennent aux orbitales moléculaires qui sont liants, moins le nombre d'électrons qui appartiennent aux orbitales anti-liants qui ont donc étoile, d'accord? Sigma étoile ou bien pi étoile. Pour rendre ça plus clair, puisque c'est une manière orale, je préfère l'écrire. Pour l'indice de liaison, indice de liaison ou bien ordre de liaison, c'est la même chose. Ou ordre de liaison, c'est général IL qui sera égal à 1 sur 2 fois n moins étoile. Et on va déchiffrer ce que n, est-ce que n étoile. N, c'est le nombre d'électrons sur les orbitales moléculaires ions. N étoile, c'est le nombre d'électrons sur les orbitales anti-lions. Donc, au lieu de prendre tout ça, configuration ici, configuration. On va reprendre la configuration électronique et d'après la configuration électronique, on va faire le calcul. Dans ce cas, l'indice de liaison sera égal à 5 fois les orbitales liants, ce sont ceux qui ne comportent pas étoile. Donc, j'ai sigma 2s, px, py et sigma z. Et j'en ai donc 2 électrons. 2 plus 2 sur px plus 2 sur py plus 2 sur sigma z moins, j'en ai 2 sur sigma étoile qui est anti-liant, moins 2. Ça fait combien? Ça me fait 6 divisé par 2, ça me fait 3. D'accord? Comment interpréter ce chiffre? 3 veut dire que vous avez 3 liaisons
entre C et N. Entre le carbone et l'azote, vous avez 3 liaisons. De ces 3 liaisons, forcément, une sera une liaison simple. Il y a une liaison sigma, une liaison, je vais dire, la plus importante, la plus stable, c'est sigma. Et 2 liaisons qui sont des liaisons pi, des liaisons qui sont multiples. D'accord? Ici, cela veut dire par conséquence, il y a 3 liaisons entre carbone et azote. Une liaison sigma et 2, ce sont des liaisons pi. Plus facile à dissocier les liaisons pi que sigma. Calculer l'indice de liaison, retrouver donc la nature des liaisons, puisqu'on a 3, on a retrouvé qu'une de sigma et de son type pi. On déduire si l'ion Cn- est paramagnétique ou bien diamagnétique. Donc paramagnétique, ce sont les propriétés magnétiques dans ce cas qu'on cherche. Comment elles seraient? Pour ce faire, bon, paramagnétique,